OK. Ok. On commence, monsieur. Oui. D'abord, je voudrais bien vous poser la question sur la situation en Indochine des années 1940 et 1940 et quelles sont les occasions, quelles sont les chances des Viet Minh pour faire la révolution d'août. D'accord. La Deuxième Guerre mondiale a introduit au Vietnam et en Indochine en général une situation entièrement nouvelle. Auparavant, il y avait la France coloniale, il y avait le peuple vietnamien, le mouvement national vietnamien, mouvement nationaliste, mais avec la Seconde Guerre mondiale est arrivé un troisième acteur qui était le Japon. Et donc, chacun a dû se déterminer par rapport à la présence japonaise. Le Japon avait des ambitions expansionnistes, mais en même temps ne voulait pas faire la gestion directe de l'Indochine française. Et dans ces conditions, il y a eu une sorte de compromis, de collaboration entre le régime. Il y a eu une sorte de collaboration entre le régime de l'amiral Decoux, qui était le représentant de l'État français, donc de Pétain, de Vichy, et les Japonais. Voyant cette situation, Ho Chi Minh a décidé de revenir dans son pays natal après 30 ans d'absence. Donc en 1941, il est revenu et il a imposé au Parti communiste indo-chinois la stratégie du Front patriotique, de manière à pouvoir unir contre aussi bien les Français que les Japonais, de pouvoir unir l'ensemble des patriotes vietnamiens. D'où l'expression du Front uni de la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, le Front Viet Minh. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une sorte de jeu à trois acteurs. Le Viet Minh observant, n'ayant pas la capacité militaire d'intervenir, les maquis étaient extrêmement faibles. Je vous rappelle quand même que la première brigade de propagande armée n'a été créée qu'en 1944 par le général Giap, qui n'était pas encore général d'ailleurs. Donc à cette période, le Viet Minh n'avait pas les forces militaires pour intervenir, mais il commençait à avoir surtout un travail de conviction politique pour préparer l'insurrection, tout simplement parce qu'il savait qu'à un moment ou à un autre, le sort des armes serait défavorable aux Japonais et qu'à ce moment-là, il fallait être présent. Mais comment pensez-vous des occasions, des chances du Viet Minh pour faire quels sont les acteurs de la victoire du Viet Minh en août 1945, pas avant, mais pas après? Alors, en août 1945, il y a une situation entièrement nouvelle. Il faut d'abord remonter à mars 1945, rappeler que les Japonais ont décapité l'administration française, ont même tué beaucoup de Français, et ils ont permis l'émergence d'un mouvement national qui était donc proclamé par l'ancien empereur Baodai, mais qui en même temps était un jeu politique pour affaiblir la France. Donc la France de Vichy avait disparu, la France de De Gaulle n'était pas encore revenue au Vietnam, puisque l'armée française n'était pas capable d'intervenir au Vietnam au printemps 1945. Donc à ce moment-là, Ho Chi Minh et ses compagnons ont pensé que l'occasion favorable était en train de se préparer. Donc évidemment, le Japon a été énormément affaibli par les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, donc 6 août et 9 août 1945. À ce moment-là, le Japon s'est retiré du jeu. Les soldats japonais sont devenus des observateurs et les Français étaient soit en prison, soit à l'extérieur du Vietnam. Donc, il y avait une sorte de terrain libre pour le mouvement national. Et c'est donc cette occasion favorable que le Viet Minh a saisi pour descendre progressivement sur le delta du fleuve Rouge, ensuite sur Hanoï, et ensuite pour activer également tous les réseaux, puisque simultanément, au sud, au centre, les insurrections ont éclaté, et qu'à ce moment-là, tous les militants Viet Minh qui étaient clandestins sont réapparus au grand jour et ont permis justement cette explosion populaire. Mais est-ce qu'on peut dire en ce moment-là, l'Indochine ou précisément Vietnam est comme une terre sans patron?
on peut considérer qu'il y avait une vacance du pouvoir. On peut considérer que les Français étant éliminés, les Japonais étant devenus observateurs, il y avait effectivement une sorte d'absence de patron, l'expression est juste, il y avait une sorte d'absence de patron au Vietnam, et donc évidemment, le peuple vietnamien ne pouvait pas rester observateur, ne pouvait pas attendre. Il n'était pas question d'attendre le retour des Français, il n'était pas question d'accepter le retour du colonialisme. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu un jeu très subtil, parce que lorsqu'on réfléchit bien, la révolution d'août a été une révolution où il y a eu très peu de victimes, il y a eu très peu d'opposition. Les Français n'étaient pas capables de s'opposer au mouvement Viet Minh, les Japonais ne le voulaient pas, et encore une fois, l'armée de la France libre, l'armée du général Leclerc, n'était pas encore revenue. Donc personne n'a pu s'opposer à ce mouvement, ce qui explique d'ailleurs que la révolution d'août a été une révolution extrêmement sans victimes, ou très peu de victimes. Et les Vietnamiens réactionnaires, à ce moment-là, après ils étaient opposés, mais en août 1945, même des Vietnamiens réactionnaires se sont retrouvés du côté d'Ho Chi Minh parce qu'ils considéraient qu'Ho Chi Minh personnifiait l'indépendance du Vietnam. Après, les choses ont changé, puisque après ils ont considéré qu'Ho Chi Minh était communiste et donc ils devaient s'opposer à lui. Mais en août 1945, tous les témoignages que l'on a montrent qu'il y a eu une quasi-unanimité nationale autour de l'idée d'indépendance. Ah, oui. Mais je me demande si on considère la chance, l'opportunité, comme vous avez dit, l'absence de pouvoir, Oui. comme une porte d'opportunité. Donc, d'après vous, la porte s'ouvre depuis quand? Peut-être avant, parce que le mars 1945, quand la France a été tout balayée de l'Indochine, tandis que les forces japonaises ont déjà affaibli. Donc, est-ce que la porte s'ouvre depuis le 10 mars 1945? Non, je pense que en mars 1945, les Japonais, certes, l'armée américaine avait commencé largement sa progression dans l'océan Pacifique, donc l'armée japonaise était en attente, mais elle était encore puissante. L'armée japonaise contrôlait la totalité du territoire vietnamien, et donc on ne peut pas parler de vacances à ce moment-là, parce que je pense que si le Viet Minh avait tenté une opération en mars ou en avril 1945, il aurait été balayé par l'armée japonaise. L'armée japonaise n'aurait pas accepté à ce moment-là. Par contre, effectivement, la porte s'est ouverte. Effectivement, je pense que le grand tournant, c'est août 1945, et en particulier les premiers jours d'août, 6 août et 9 août, au moment où les Japonais se sont aperçus qu'ils avaient perdu la guerre, et donc il n'y avait plus aucune raison de continuer à mourir, à combattre pour le Grand Japon, puisque le Grand Japon s'écroulait. Donc le moment déterminant était entre le 6 et 9 août, et les derniers jours d'août, au moment où une sorte de vague populaire a emporté le mouvement. La vacance, c'est août 45. Mais est-ce que les Français sont indifférents des mouvements libérés des Viet Minh, où les Français n'ont rien comme information sur, sur les mouvements? Vous voulez dire les Français en France cette fois-ci? Oui. La France était très mal informée sur ce qui se passait au Vietnam. Pour une raison très simple, c'est que les services de la sûreté française, je pense par exemple à Arnoux, qui était le grand maître de la sûreté française, étaient annihilés. Arnoux était dans l'administration de Decoux, donc il a été complètement mis de côté, et la plupart des policiers français étaient soit en prison, soit en résidence surveillée. Donc ils ne pouvaient plus communiquer avec Paris. Donc l'information a cessé à partir de mars 1945. Entre mars et août 1945, la France était très très mal informée sur ce qui se passait dans sa colonie, et on le voit par exemple à travers la presse. La presse française ne comprenait rien à ce qui se passait. Moi j'ai lu la presse française de cette époque, qui était d'ailleurs très maigre, parce qu'il y avait une pénurie de papier, mais les informations sur le Vietnam étaient des informations complètement fausses. Par exemple, le nom même d'Ho Chi Minh était inconnu en France à ce moment-là. Je vous rappelle que Nguyen Ai Quoc a changé d'identité dans les prisons chinoises en 1942, et que donc les services français de Vichy le savaient, mais que par contre les services français de la résistance du gouvernement de Gaulle ne le savaient pas.
Et donc la première chose qui a été le premier point d'interrogation, c'était mais qui est ce Ho Chi Minh? On ne sait même pas qui c'est et d'où vient-il? Et donc ceux qui étaient capables de faire le lien entre Nguyen Anh Quoc et Ho Chi Minh étaient très peu nombreux. Et donc la France était mal informée. Et lorsque De Gaulle a décidé d'envoyer l'armée française, l'armée française était persuadée d'arriver et d'être accueillie comme des libérateurs. Donc ils n'avaient aucune idée de la puissance du mouvement national vietnamien. Mais comme vous avez dit, le gouvernement de Pétain perd pour... Parce que la France était très divisée. La France était très divisée. Tous les gens qui étaient considérés, qui étaient des collaborateurs des nazis, étaient soit partis eux-mêmes en prison, soit partis à l'étranger. Pétain, par exemple, a voulu partir à l'étranger. Ensuite, il a été repris et jugé. Mais tous les Français qui avaient été des dirigeants de la collaboration, les pro-nazis, tous ces gens-là étaient dans l'incapacité de s'exprimer. Donc, il n'y a pas eu de lien. Il y a eu une coupure, si vous voulez, entre le moment où le régime de Vichy s'est écroulé et le moment où le nouveau régime, le régime de De Gaulle, s'est installé. Et le régime de De Gaulle, en général, a considéré que tout ce qui venait de Vichy était de mauvaises informations, n'était pas acceptable, et y compris pour tout ce qui s'est passé en Indochine, les dossiers n'étaient pas du tout mis à jour entre mars et août 1945. Or, c'est à ce moment-là, justement, c'est ce moment-là qui a été le moment le plus crucial, le point de rupture totale s'est passé au moment où les Français étaient mal informés. Mais comme je sais dans ce livre Paris, Saigon, Hanoï, le régime de De Gaulle a envoyé à Kunming secrétaire ou agent à secret Saint-Denis. Donc pourquoi ils n'ont pas d'informations sur ce qui se passe en Indochine à ce moment-là? Parce que l'Indochine était extrêmement cloisonnée. Là, il n'était pas facile. Je vous rappelle que jusqu'en août 1945, on ne pouvait pas, les gens de la France libre ne pouvaient pas aller en Indochine. Les agents de la France libre pouvaient aller clandestinement, certains d'entre eux pouvaient aller clandestinement, mais la plupart du temps, ils étaient bloqués à la frontière. Ajoutez à cela que les Américains qui avaient le pouvoir d'envoyer des avions, d'envoyer des parachutistes, le gouvernement américain n'était pas très coopératif avec les Français. Ils étaient alliés, mais en même temps, ils étaient rivaux. L'OSS, qui était l'ancêtre de la CIA, a eu des relations dès ce moment-là avec Ho Chi Minh, c'est une chose qui est connue, avec le général Giap également, mais à ce moment-là, il n'avait pas tellement envie de faire des cadeaux au colonialisme français. Il pensait pouvoir, après la guerre, remplacer le colonialisme français. Ils ont fait la même chose au Maroc, par exemple. Le Maroc, le président Roosevelt a rencontré le sultan du Maroc avec comme ambition, en 1943, avec comme ambition d'évincer, après la guerre, d'évincer la France. Et De Gaulle, évidemment, n'aimait pas du tout cette politique. De Gaulle n'aimait pas Roosevelt, et Roosevelt n'aimait pas De Gaulle. Il y avait une rivalité à l'intérieur de l'Alliance. Et quels sont les objectifs des Américains? Peut-être les Américains veulent entrer au Vietnam après, tout près? Alors, les Américains étaient anticolonialistes, mais en même temps, ils pensaient aux intérêts de l'impérialisme américain. Ils mettaient en avant, ce qui est normal pour un gouvernement de toute façon, ils mettaient en avant leurs intérêts nationaux. Or, leurs intérêts nationaux, c'était à l'avenir d'avoir un marché vietnamien, un marché africain, des marchés qui s'ouvrent à leurs capitaux, à leurs techniciens, à leurs ingénieurs, à leur coopération. Et donc, évidemment, le colonialisme français qui, lui, voulait rester, qui était un colonialisme à l'ancienne, eh bien, les Américains considéraient que ce colonialisme-là était un obstacle. Donc, encore une fois, ils étaient alliés face à Hitler, mais ils étaient rivaux, et il y avait une véritable course entre les Américains et les Français. Et bien sûr, les Américains étaient beaucoup plus forts. Donc, ils n'avaient aucune raison de faire des cadeaux aux Français. Et le jeu des Américains, lorsqu'ils ont pris contact avec Ho Chi Minh, c'était justement d'utiliser Ho Chi Minh contre les Français. Et Ho Chi Minh, qui était un homme politique très intelligent, lui a décidé d'utiliser les Américains contre les Français.
Donc c'était une sorte de jeu très très subtil. Profite Bien sûr, c'est un jeu politique tout à fait intelligent et qui dans l'intérêt de l'indépendance du Vietnam. Et comme je considère qu'un spécialiste sur ce problème, on dit que peut-être la guerre, mais devant 3 jours ou 4 jours avant la capitulation des Japonais, Viet Minh a des réunions dans son maquis et puis, comment dire, fait la révolution d'autres régions avant. Donc, pourquoi Viet Minh, comment dire, dispose des informations, comment dire, tandis que la France rupture. Vous voulez dire des informations sur place au Vietnam? Oui. Bon, si on veut comprendre la force du Viet Minh en 1945, il faut remonter l'histoire. Il faut savoir que le colonialisme français, qui a appliqué une répression très, très dure au Vietnam avant 1940, dans l'entre-deux-guerres, cette répression était très dure, mais il n'a jamais réussi à décapiter le Parti communiste indochinois. C'est-à-dire que le Parti communiste indochinois a toujours préservé des cellules rurales, des cellules urbaines, un réseau très dense de militants. Beaucoup étaient en prison, les dirigeants étaient en prison, le président Pham Van Dong a été à Pulo Condor, Les Oan a été à Pulo Condor. Mais malgré tout, les militants de base, il y en avait quand même plusieurs milliers qui continuaient à être actifs dans la clandestinité. Et lorsque Ho Chi Minh a décidé de fonder le Viet Minh, donc à partir de mai 1941, ces militants ont commencé à descendre un petit peu partout dans le pays pour faire connaître la nouvelle stratégie, sans d'ailleurs que les militants sachent que Nguyen Quoc et Ho Chi Minh étaient la même personne, parce que même au Vietnam, c'était une chose qui était très très peu connue. Donc ils ont réussi à réactiver ces cellules et à, en quelque sorte, conserver l'hégémonie au sein du mouvement national. C'est-à-dire que les autres forces nationalistes, qui avaient également été victimes de la répression coloniale, n'avaient pas les mêmes réseaux, n'avaient pas la même implantation clandestine. Et c'est grâce à cette implantation clandestine qu'à partir de 1943-44, tous ces réseaux ont été réactivés, et ce qui explique que la révolution d'août 1945 ait pu exploser d'une façon aussi générale sur l'ensemble du pays. Parler tout un petit peu, comment dire, du point décisif août 1945, le Viet Minh ont réagi très vite devant la capitulation des Japonais, tandis que les Japon au Vietnam et les Français n'ont rien comme réaction. Donc, comment de tout cela? Encore une fois, je crois que c'est tout simplement parce que le Viet Minh avait réussi à capter l'aspiration de la population à l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils ont, tous les Vietnamiens aspiraient à l'indépendance. Il y avait très très peu de Vietnamiens qui étaient des vrais collaborateurs sincères des Français. La plupart des Vietnamiens voulaient que leur pays redevienne une nation indépendante. Ils avaient tous une connaissance, même les petits paysans avaient tous une idée de ce qu'était la grandeur passée de leur patrie, de ce qu'étaient les traditions, les racines de la lutte nationale. Donc, finalement, ce n'est pas Ho Chi Minh et le Viet Minh qui ont créé ce sentiment, ils l'ont utilisé. Donc, ils l'ont réactivé en quelque sorte. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup à faire de propagande pour montrer qu'il fallait profiter de l'absence des Français pour proclamer l'indépendance. Quant aux Français, je vous l'ai déjà dit, les Français étaient soit en prison, soit en résidence surveillée, soit extrêmement affaiblis. Et de toute façon, les Japonais les avaient désarmés. Les Français d'Indochine n'avaient pratiquement plus d'armes. La nouvelle armée française n'était pas encore arrivée. Et en plus, il ne faut pas oublier une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'à l'époque, il y avait au Vietnam à peu près 40 000 Français, c'est-à-dire très peu. 40 000 Français ne pouvaient pas s'opposer
surtout sans armes, surtout sans police, sans gendarmerie, sans armée. Il ne pouvait pas s'opposer à 20 millions de Vietnamiens qui aspiraient. Donc il y a eu une sorte de mouvement comparable à ce qu'a été la Révolution française, par exemple, lorsque les masses populaires françaises au XVIIIe siècle ont décidé de se débarrasser de la monarchie. Ça a été plus progressif, plus lent, mais il y a eu un mouvement comparable, une sorte de vague humaine qui a emporté la résistance. Je voudrais bien vous demander pourquoi le 15 août, c'est la capitulation des Japonais, Oui. mais dès le 12 août, à Tân Chao, Viet Minh, comment dire, a fait des décisions. Donc, pourquoi, d'après vous, le Viet Minh a des informations sur la capitulation des Japonais le 15 pour qu'ils puissent faire la révolution depuis le 16 août? Oui. Le Viet Minh avait des cellules, je vous l'ai dit, sur toute l'étendue du Vietnam. Et n'oubliez pas que les Japonais étaient prisonniers de leur mauvaise connaissance de la langue vietnamienne. Ils avaient besoin d'interprètes, ils avaient besoin de secrétaires, ils avaient besoin de gens qui les aident. Où les trouvaient-ils? Chez les Vietnamiens. Et ces Vietnamiens certains d'entre eux ont pu être, dès ce moment-là, des agents de renseignement du Viet Minh. Moi, j'ai connu, quand je vivais au Vietnam, j'ai connu des vieux Vietnamiens qui m'expliquaient qu'ils faisaient des sourires aux Japonais, mais qu'au fond d'eux-mêmes, ils commençaient à entendre parler du Viet Minh. Même à Hanoï, je parle avant la Révolution d'août, en 43, peut-être 44, on commençait à dire mais c'est qui ces gens-là? Le Viet Minh, c'est qui? Ce Ho Chi Minh, c'est qui? Donc, ils savaient qu'il y avait des mouvements d'opposition et ils savaient que ces mouvements d'opposition avaient leur sympathie. Donc, il est bien évident que lorsqu'un officier japonais avait un secrétaire vietnamien, que lorsqu'il faisait une traduction, par exemple, eh bien, le Vietnamien pouvait donner une information à un autre Vietnamien qui lui-même pouvait aller dans les maquis, etc. Donc, contre un mouvement structuré comme l'était le Viet Minh, il est extrêmement difficile d'avoir, surtout que les Japonais n'ont eu que quelques mois pour mettre en place une nouvelle structure. Donc la nouvelle structure était impuissante face à la bonne organisation du Viet Minh. Et d'après vous, dans cet événement, que joue le rôle des Américains ou précisément l'OSS? Eh bien, l'OSS était l'instrument pardon, je recommence. L'OSS était l'instrument du gouvernement américain, bien sûr, c'était l'ancêtre de la CIA. Je crois qu'il faut bien comprendre la situation de l'époque. Il ne faut pas penser à ce qu'a été la CIA après, parce que bien sûr après, c'était la guerre froide, c'était la lutte contre le communisme, et donc à ce moment-là, évidemment, les conceptions avaient entièrement changé. Mais si on se place dans la situation de 1944-45, l'OSS avait comme ambition d'abord d'éliminer les Japonais, ensuite d'utiliser les nationalistes chinois en quelque sorte comme relais en Extrême-Orient. Et donc il y avait cette stratégie américaine de lutter contre les vieilles puissances coloniales Angleterre et France et de s'appuyer sur les mouvements nationalistes asiatiques. Donc ils se sont appuyés sur Chiang Kai-shek, évidemment, en Chine, mais ils se sont également appuyés sur les mouvements nationalistes vietnamiens. Or, tous leurs renseignements leur permettaient de savoir que les plus sérieux, les mieux organisés, c'était Ho Chi Minh et ses camarades. Alors, bien sûr, ils ont appris, ils étaient bien renseignés, ils ont appris que Ho Chi Minh et Nguyen Quoc étaient la même personne, ils ont appris qu'il y avait des communistes à la tête du Viet Minh, mais ils pensaient encore à ce moment-là pouvoir utiliser le Viet Minh contre le colonialisme français. Donc il y a eu ce jeu à trois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce qui comptait avant tout pour eux, c'était d'éliminer les Japonais et de mettre de côté les Français. Et donc le groupe d'Ho Chi Minh était le groupe le plus efficace pour cette politique. Chacun a essayé d'utiliser chacun. Et est-ce que c'est l'OSS qui a annoncé à Ho Chi Minh que
la capitulation des Japonais le 15 août? Non, je ne crois pas. Bon, bien sûr, peut-être la capitulation concrète, et c'est peut-être eux, ça je ne sais pas. Mais je sais pertinemment que Ho Chi Minh et ses camarades étaient renseignés sur l'évolution de la situation et que en quelque sorte, après les 2 bombes atomiques, la capitulation du Japon était obligatoire. Et on ne pouvait pas imaginer, parce que si le Japon n'avait pas capitulé, la 3e bombe atomique aurait pu être jetée sur Tokyo. Donc tous les observateurs se sont dit, à ce moment-là, la guerre va forcément se terminer. Effectivement, entre la première bombe atomique le 6 août 1945 et la signature de la capitulation japonaise 2 septembre 1945, je parle de la signature, il s'est passé moins d'1 mois. Donc le Japon ne pouvait plus mener la guerre. Et je crois que Ho Chi Minh, n'oubliez pas une chose, c'est que Ho Chi Minh avait énormément voyagé dans sa vie. Il connaissait très bien les relations internationales. Il avait des informations. Alors, quels étaient les canaux d'information, ça je n'en sais rien. Mais il avait une bonne connaissance de la vie internationale, ce qui lui a permis sans doute de faire des calculs de prospective, de savoir ce qui pourrait se passer après la capitulation des Japonais. Ah, oui. Revenir un peu sur la France et la réaction de la France des mouvements de libération au Vietnam. Parce que dans ce livre Paris, Saigon, Hanoï, on a dit que Saint-Denis à Kunming a envoyé une lettre en France pour dire que au Vietnam, il y aura dans un très proche temps des bouleversements, mais dans ce livre, on a dit que le problème demeure de savoir qui a pu l'interpréter, aussi comment a-t-elle récapitulé avec un commentaire à Calcutta. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, la France ne s'intéresse pas aux problèmes en Indochine, aux problèmes d'Indochine? Le gouvernement français voit la situation indochinoise à travers de fausses lunettes. C'est-à-dire qu'il considère seulement qu'il y a une Indochine à libérer et que le peuple vietnamien, finalement, une sorte de retour à l'ordre ancien. Il pense sincèrement qu'après la défaite du nazisme et du militarisme japonais, la situation internationale pourra redevenir un petit peu comme avant 1940. Il y a une sorte de sous-estimation de l'exaspération des peuples. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que si vous regardez pas seulement le Vietnam, mais l'ensemble des colonies françaises, en 1943, 1944, 1945, il y a des mouvements partout. 1943, c'est l'entrevue dont je vous ai parlé entre le sultan du Maroc et Roosevelt. 1944, c'est le manifeste du peuple algérien. 1945, c'est une tentative d'insurrection en mai 1945 en Algérie. Donc il y a un bouillonnement. Et les Français ne comprennent pas ce qui se passe. Ou alors, lorsqu'ils comprennent, ils appliquent la vieille méthode coloniale qui est celle de la répression. En mai 1945 en Algérie, il y a plusieurs milliers de morts à la suite d'une insurrection populaire parce que l'armée française veut rétablir l'ordre colonial comme avant. Donc je pense qu'ils avaient sincèrement l'idée de faire la même chose au Vietnam. Et d'ailleurs, quand Leclerc arrive au Vietnam, d'Argentlieu d'abord, et ensuite Leclerc arrive au Vietnam, donc là c'est plus tard, Leclerc arrive en octobre, début octobre, le 4 ou le 5 octobre je crois. Lorsque Leclerc arrive au Vietnam, d'abord c'est la reconquête de la Cochinchine, comme ils disent à l'époque, le Nam Bo. Il pense sincèrement qu'il suffira de quelques chars, de quelques colonnes de soldats, quelques répressions pour récupérer la situation. Et donc ils ont une sous-estimation. Et lorsque Leclerc, donc là on est en octobre 1945, peut-être novembre, lorsque Leclerc envoie un télégramme à Hanoï, donc Leclerc est à Saigon, il envoie un télégramme à Hanoï au général Salan, qui est son adjoint, et Leclerc dit, eh bien, nous allons faire la même chose au Tonkin. Et Salan lui répond, mon général, n'en faites rien, car le Tonkin est entièrement aux mains du Viet Minh,
et la reconquête militaire serait extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc vous voyez, il y a des militaires français qui arrivent avec des illusions et qui les perdent rapidement lorsqu'ils observent la situation. Les militaires ne sont pas des imbéciles, les officiers supérieurs savent regarder une situation, un rapport des forces. Et donc, les premières idées de la France, qui étaient de reconquérir purement et simplement Indochine, commencent à s'effondrer. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Leclerc se rallie. Là, on a changé de période, on parle de 1946, mais c'est à ce moment-là que le général Leclerc va se rallier à l'idée de négocier avec Ho Chi Minh et va devenir un partisan de la paix. Il va employer la formule célèbre, traiter à tout prix avec Ho Chi Minh, parce que Ho Chi Minh représente véritablement son peuple. Est-ce que la France a des informations sur la déclaration d'indépendance du Vietnam et est-elle surprise? Oui, je crois. La France a peu d'informations. Encore une fois, je vous rappelle que les services de la France nouvelle, de la France libre du gouvernement français, ne se réinstallent au Vietnam que très très lentement. Au sud d'abord, et ensuite ils vont essayer de revenir sur Hanoï, mais à Hanoï, il y a seulement le général Salan, il y a Jean Saint-Denis, il y a seulement quelques Français qui sont là, donc les informations filtrent très difficilement. Et moi, j'ai eu la curiosité de regarder la façon dont l'indépendance du Vietnam avait été annoncée par la presse française. La presse française ignore complètement. La presse française, j'ai même retrouvé des orthographes de Ho Chi Minh qui sont des orthographes complètement fantaisistes. Ils écrivent n'importe quoi, vraiment des noms complètement fantaisistes, parce qu'ils n'ont pas d'informations. La presse française commencera à envoyer des journalistes qu'à partir d'octobre 1945, et encore, ces journalistes vont arriver seulement au sud. Ils vont arriver à Saigon, ils vont être les premiers journalistes qui arrivent sont par exemple Jean Lacouture qui vient de décéder, ou Philippe de Villers qui a été envoyé spéciaux du Monde, qui sont dans l'entourage du général Leclerc. C'est les premiers qui vont commencer à comprendre. Et Philippe de Villers va très vite envoyer des articles au Monde en disant c'est pas du tout ce que je pensais. Le Vietnam est en véritable ébullition. Il y a d'autres gens qui ne sont pas des journalistes qui vont donner des informations, mais ça viendra plus tard. Je pense par exemple à Paul Mus. Paul Mus qui lui parlait le vietnamien couramment, qui avait vécu au Vietnam, qui était un grand savant de l'école française d'Extrême-Orient, mais qui était en même temps qui donnait des informations au gouvernement français. Paul Mus va envoyer des rapports seulement fin 45, début 46, en disant attention, le Vietnam est en véritable ébullition, l'histoire est en fusion, il va employer l'expression de l'histoire est en fusion, et demander donc aux Français de ne pas appliquer la vieille méthode colonialiste, qui est la méthode du coup de marteau, du bombardement, de la répression. Il va dire il faut négocier avec ces gens-là. En plus, je vous rappelle une chose très importante, c'est qu'Ho Chi Minh, à cette époque-là, n'est pas anti-français. Il a une politique qui est très intelligente, qui est de dire nous voulons notre indépendance, là-dessus il n'y a pas de concession possible, nous voulons l'unité du Vietnam, il n'y a pas de concession possible, la Cochinchine fait partie du Vietnam, là-dessus il n'y a aucune concession, mais pour l'avenir, nous voulons une coopération avec les Français. Ho Chi Minh va employer l'expression envoyez-nous des ingénieurs, envoyez-nous des professeurs, mais plus jamais d'administrateurs coloniaux. Et ça tient à une chose très simple, c'est que Ho Chi Minh doit également régler la question des nationalistes chinois qui occupent le nord du Vietnam à ce moment-là. Je vous rappelle que les communistes chinois à ce moment-là sont très très loin, sont dans le nord de la Chine, et l'armée rouge de Mao n'a pas encore commencé la conquête de la Chine. Je vous rappelle que l'Union soviétique ne s'occupe pas du tout du Vietnam à ce moment-là. Le gouvernement de Ho Chi Minh ne sera reconnu par Moscou qu'en janvier 1950, 5 ans plus tard. Donc à ce moment-là, Ho Chi Minh est isolé. Mais donc il a une politique intelligente qui est de dire, eh bien, certes, nous coupons les liens coloniaux, mais nous gardons des liens humains, des liens culturels, des liens économiques avec la France, parce que nous sommes un jeune pays, nous avons besoin non pas d'un maître, mais nous avons besoin d'un allié. Et quant à la déclaration d'indépendance du
Vietnam le 2 septembre. Les Français, d'abord, il est hors de question pour les Français de reconnaître l'indépendance du Vietnam, pure et simple. D'ailleurs, je vous rappelle que dans les accords du 6 mars 1946, le mot indépendance ne figure pas. La République du Vietnam est reconnue comme un État libre. Ils emploient le mot libre et non pas le mot indépendant. Il y a des différences entre libre et indépendant? Oui. C'est quoi, monsieur? Alors, pour le mot indépendance signifie véritablement avoir entièrement la maîtrise de son destin. Le mot liberté est un mot qui est un petit peu en deçà. C'est-à-dire que c'est un mot qui est moins percutant, moins fort que le mot indépendance. Les Vietnamiens s'accrochent énormément au Doc Lap, l'indépendance, parce que c'est le symbole de leur nouvelle vie. Les Français essayent de refuser le mot indépendance, donc ils emploient un mot qui est un petit peu plus vague, qui est un mot qui n'a pas un statut juridique international. Un État libre, ça ne veut rien dire. Un État indépendant, ça veut dire quelque chose. Donc, je reviens à votre question. Les Français n'envisagent pas l'indépendance du Vietnam en 1945. Même les communistes français, à l'époque, sont sur des positions qui sont des positions de respect, mais qui ne comprennent pas que quelque chose de décisif est en train de se passer au Vietnam. Ils n'ont pas non plus d'informations. Donc, encore une fois, il y a une sorte d'attachement aux anciennes valeurs, aux anciens principes de la politique française, qui est une sorte de rétablissement avec une amélioration du sort des populations, avec des réformes, avec une meilleure répartition des richesses, mais sur le choix politique, c'est le choix du maintien de la France. Toutes les forces politiques à l'époque. Les États-Unis, les Soviets, ils ne reconnaissent pas? Non. Non, les États-Unis, d'abord parce que avec la mort, n'oubliez pas une chose, c'est que lorsqu'il y a les premières relations entre Ho Chi Minh et l'OSS, c'est encore à l'époque le président Roosevelt qui dirige les États-Unis, mais le président Roosevelt va mourir en avril 1945, et donc il va être remplacé par le président Truman, qui va être beaucoup plus réservé. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même beaucoup d'Américains qui commencent à dire « Oui, mais Ho Chi Minh étant communiste, il faut quand même faire attention à ne pas avoir trop de relations avec lui. » Donc, il est hors de question, en septembre 1945, que Washington reconnaisse l'indépendance du Vietnam. La Chine nationaliste ne le reconnaît pas, puisque la Chine nationaliste a comme ambition quand même, on connaît la politique de grande puissance de la Chine qui malheureusement fait encore des dégâts aujourd'hui au Vietnam, mais la politique nationaliste de la Chine, c'est d'essayer de considérer le Vietnam comme une sorte de vassal, en quelque sorte de client. Ils veulent plus de clientélisme. Quant à la diplomatie soviétique, elle est extrêmement éloignée à l'époque du Vietnam. La diplomatie soviétique est à l'époque très très axée sur l'Europe. Ils sont en train de mettre en place des démocraties populaires en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, etc. Donc pour eux, ce qui compte, c'est essentiellement de garder des positions dans l'Europe de l'Est pour d'avoir une sorte de couverture de la frontière européenne de l'URSS. Quant à l'Asie, c'est quelque chose qui est très, très mal connu. Et n'oubliez pas que Staline, qui dirige l'Union soviétique à l'époque, n'a jamais été très tendre pour Ho Chi Minh. On sait que dans l'histoire d'Ho Chi Minh au sein de l'internationale communiste, il y a eu souvent des divergences avec Staline. Et donc, il est hors de question pour Moscou, à cette époque-là, de reconnaître l'indépendance du Vietnam. Et donc, je vous rappelle que c'est seulement en janvier 1950 que Moscou reconnaîtra, après Pékin, tout de suite après Pékin, reconnaîtra l'indépendance du Vietnam. Mais, comme vous savez, sur la place Ba Dinh, le 2 septembre 1945, la déclaration d'indépendance du Vietnam, il y a la présence de l'ESS. Et sur le plan politique, quand on dit « Ah, on est présent dans certains événements », c'est-à-dire on reconnaît inofficiellement quelque chose. Donc, oui,
Oui, bien sûr. Je ne dis pas que le changement de la politique américaine viendra beaucoup plus tard. Les Américains considéreront essentiellement le Viet Minh et le gouvernement de la République démocratique du Vietnam comme un ennemi beaucoup plus tard, à partir essentiellement de 1949, quand il y aura la victoire de la révolution communiste chinoise. À ce moment-là, les Américains vont dire qu'il faut absolument vaincre le communisme en Asie, plus la guerre de Corée qui éclate en juin 1950. Mais à ce moment-là, les Américains sont entre deux politiques en quelque sorte. Ce n'est pas la reconnaissance officielle, mais ce n'est pas la rupture non plus. Car effectivement, il y a des Américains qui sont présents en place Badin, et comme vous le savez, le président Ho Chi Minh a l'intelligence de commencer la déclaration du 2 septembre 1945 par une citation de la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Donc c'est une sorte de clin d'œil très, très politique et très intelligent au peuple américain. Et maintenant, quand on revoit tout ce qui se passe des années 1945, pourrez-vous préciser et résumer les acteurs de la victoire du Viet Minh à ce moment-là? Eh bien, moi je dirais que le principal acteur, c'est le peuple vietnamien, déjà, parce que si Ho Chi Minh avait essayé de manœuvrer, qu'il n'avait pas eu de soutien populaire, il serait passé aux oubliettes de l'histoire. Mais disons qu'il y a eu une sorte d'alliance entre cette mobilisation de la population, cette aspiration au Doc Lap, et puis l'intelligence politique des dirigeants du Viet Minh, qui ont su en quelque sorte être les représentants de cette aspiration. Bien sûr, certains aujourd'hui disent qu'Ho Chi Minh a en quelque sorte pris en otage l'indépendance du Vietnam, qu'il a manœuvré et qu'il a éliminé des rivaux. Il est vrai que des rivaux ont été éliminés, y compris physiquement, mais je crois que si on s'en tient à ce qui s'est passé en août 1945, en août et disons la deuxième partie de l'année 1945, il y avait véritablement pendant cette période une sorte d'unanimité nationale et personne, d'ailleurs les Américains et les Français qui auraient bien voulu trouver des Vietnamiens un peu plus, disons, souples qu'Ho Chi Minh, qui auraient voulu trouver en quelque sorte des rivaux politiques à Ho Chi Minh, n'ont jamais réussi. Ils ont été chercher des gens qui se sont très vite qui ont été très vite révélés comme des gens pas très capables ou pas très... je pense par exemple au colonel Xuan que les Français ont été chercher à Polytechnique pour le ramener au Vietnam, enfin en Cochinchine en l'occurrence. Bon, tous ces gens-là n'étaient pas très... Quant à Bao Dai, à cette époque-là, n'oubliez pas qu'il a accepté d'une façon extrêmement, je trouve, loyale de coopérer avec Ho Chi Minh. Il a volontairement, il l'a répété dans ses mémoires, d'ailleurs quand il a écrit ses mémoires, Le Dragon d'Annam, il a répété que lorsqu'il a remis aux émissaires du Viet Minh le symbole du pouvoir, les sceaux à huée, il l'a fait de son plein gré, parce qu'il a employé une formule qui était très noble à l'époque. Il a dit qu'il préférait être un citoyen d'un pays libre plutôt que le monarque d'un pays enchaîné. Donc à ce moment-là, Bao Dai se comporte d'une façon correcte, patriotique, et c'est ensuite seulement que les Français vont aller le rechercher dans son exil doré à Hong Kong pour en faire un empereur fantoche, malheureusement. Mais en tout cas, à ce moment-là, le simple fait que Bao Dai se soit rallié à Ho Chi Minh, se soit rallié à la Nouvelle République, est quand même significatif d'un mouvement qui était très très profond. Et je vous rappelle que je crois que c'est Philippe de Villers qui le dit dans son livre, pas celui-ci, mais dans le livre Histoire du Vietnam de 1940 à 1952. Philippe de Villers cite une lettre de Bao Dai à De Gaulle, qui est une lettre extrêmement magnifique sur le thème si vous reveniez, si votre armée revenait, chaque village deviendrait un nid de résistance, chaque Vietnamien deviendrait. Donc, s'il vous plaît, mon général, respectez l'indépendance du Vietnam. Et quand c'est dit par quelqu'un comme Bao Dai, c'est quand même significatif de l'état d'esprit de l'ensemble de la population. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je crois que Bao Dai était un opportuniste, c'est-à-dire qu'il souhaitait utiliser chaque période, il souhaitait utiliser chaque acteur des événements
dans son intérêt, mais également dans l'intérêt de son peuple. Je crois que de ce point de vue, il était patriote. Et le fait est que quand il voit que l'administration française est décapitée le 9 mars 1945 et que les Japonais lui amènent sur un plateau une indépendance, mais une indépendance factice, il considère qu'il doit accepter, il doit penser effectivement que les Français ne pourront pas revenir facilement au Vietnam, donc il se dit il vaut mieux proclamer cette indépendance maintenant. Et puis, lorsque les Japonais s'écrouleront, je pourrais peut-être continuer à diriger le pays tout seul. À ce moment-là, il ne doit pas avoir beaucoup d'informations sur le Viet Minh. Et donc, il pense sans doute qu'il agit bien dans l'intérêt du Vietnam de proclamer cette indépendance. Et évidemment, c'est une indépendance surveillée. C'est une indépendance qui est sous surveillance permanente des Japonais. Mais je n'emploierai pas à ce moment-là le mot de fantoche. Je considère que le gouvernement de Tran Ton Kim et donc mis en place par Bảo Đại n'est pas un gouvernement qui est au service des Japonais. C'est un gouvernement qui essaye d'une façon, encore une fois, opportuniste, d'une façon peut-être pas très morale, mais qui essaye quand même de trouver sa place dans le jeu. Et de toute façon, si Bảo Đại avait refusé, si Tran Ton Kim avait refusé, les Japonais auraient trouvé d'autres Vietnamiens pour diriger le gouvernement. Donc, ils ont agi d'une façon sans doute un peu légère, mais je vous rappelle que Sihanouk au Cambodge a fait exactement la même chose. Ils ont agi peut-être d'une façon légère, mais d'une façon qui était pensait-il, d'utiliser finalement l'opportunité que leur proposaient les Japonais. Et maintenant, d'après vous, qu'est-ce qui amène à la conférence de Fontainebleau après, en 1946? Oui. Alors, bon, je vous ai parlé jusqu'à présent de 1945. 1945, il y avait effectivement à Paris, il y avait une sorte d'unanimité pour essayer de rétablir la situation. Bon, à partir des derniers mois de 1945, il va y avoir un changement. D'abord, le Parti communiste va s'apercevoir, va avoir l'information que Ho Chi Minh est lui-même un communiste, donc il va y avoir un changement dans la politique communiste. Il va y avoir donc une pression qui va être faite pour des négociations avec le Vietnam. N'oubliez pas qu'à l'époque, le Parti communiste est très, très puissant en France. Et donc, il va y avoir d'autres forces politiques qui vont commencer à s'agiter et à dire, après tout, ce peuple a droit à un nouveau statut. Alors, le mouvement en France pour l'indépendance n'est pas très fort, mais pour de nouvelles relations avec le Vietnam, par contre, est très fort. L'autre élément déterminant, c'est le départ du général de Gaulle. Le général de Gaulle, qui était un homme vraiment très attaché à l'Empire, très attaché au rétablissement de la grandeur française dans l'Empire, dans les colonies. Le général de Gaulle va partir en janvier 1946. Et à partir de ce moment-là, les gouvernements qui vont être à la place vont être des gouvernements qui vont accepter le principe d'une négociation avec Ho Chi Minh. Donc lorsque Saint-Denis et Leclerc envoient des télégrammes à Paris en disant « il faut prendre contact avec Ho Chi Minh », ils vont avoir l'acceptation de leur ministre de tutelle, ils vont y avoir l'acceptation en particulier de Marius Moutet, de tous ces gens-là, qui vont dire « eh bien d'accord, envisageons des négociations, parce que de toute façon, on ne pourra pas reconquérir militairement tout le Vietnam. La France est trop faible pour envoyer une armée importante au Vietnam. » Donc, par réalisme, ils vont accepter, d'où les accords du 6 mars, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, les accords du 6 mars, c'est quoi? C'est, premièrement, la reconnaissance du Vietnam comme un État libre au sein de l'Union française et de la Fédération indo-chinoise. C'est toute l'expression, chaque mot est important ici. Et puis, les accords du 6 mars prévoient également un retour, une invitation d'Ho Chi Minh en France au printemps 1946. Et donc, il va être invité comme un chef d'État. Pardon. À bientôt, Quinn. Puis moi, je vais être obligé de partir assez vite maintenant. 1946 a été signé sous la directive de
de qui, de quel gouvernement? Parce qu'à ce moment-là, en janvier 1946, De Gaulle... De Gaulle est parti. Oui. Alors, le chef du gouvernement en janvier, février, mars 1946 s'appelle Félix Gouin. Ce n'est pas un nom très très connu aujourd'hui. Il y a au ministère des colonies, qui s'appelle à ce moment-là d'ailleurs le ministère de la France d'Outre-mer, il y a Marius Moutet, qui est un socialiste. Et donc, c'est avec l'accord des dirigeants de Paris, du gouvernement français, et à l'intérieur du gouvernement, je rappelle qu'il y a des communistes également, donc qui vont pousser à une négociation avec Ho Chi Minh. Et donc, les accords du 6 mars sont des accords dont les accords du 6 mars sont des accords qui prévoient, d'une part, que le Vietnam sera un État libre, ayant son armée, son parlement et ses finances, etc., au sein de la Fédération indo-chinoise et de l'Union française. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'équilibre. Ce n'est pas totalement l'indépendance, ce n'est pas totalement le colonialisme, c'est une sorte de statut intermédiaire. Mais la deuxième partie des accords du 6 mars, c'est qu'il est prévu que la négociation continuera en France. Donc Ho Chi Minh a réussi à imposer de pouvoir venir en France. Et en fait, une chose qui est peu connue en France, en tout cas, c'est qu'en fait, il va y avoir 2 voyages de Vietnamiens en France. D'une part, Ho Chi Minh qui va être invité comme chef d'État, qui va être reçu par le président du Conseil de l'époque, qui s'appelait Georges Bidault, qui va être reçu par Marius Moutet, qui va être reçu par Maurice Thorez, donc les dirigeants français. Et puis, deuxièmement, une délégation dirigée par Pham Van Dong, qui, elle, va négocier à Fontainebleau. Ho Chi Minh ne va pas à Fontainebleau. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, il a une fonction il supervise la politique vietnamienne et lui, il fait surtout un travail de conviction auprès des dirigeants français. Donc, il va rencontrer les dirigeants français, alors que Pham Van Dong à Fontainebleau va avoir des négociations plus techniques sur ce que sera le statut futur. Mais on sait aujourd'hui que, ne serait-ce que parce que Ho Chi Minh, comme vous le savez, vivait chez M. Aubrac, et M. Aubrac a témoigné plusieurs fois, et moi il me l'a dit personnellement, que pratiquement tous les jours, Pham Van Dong venait, donc les conversations se déroulaient en vietnamien bien sûr, Pham Van Dong venait rencontrer Ho Chi Minh chez M. Aubrac, et qu'Ho Chi Minh donnait ses directives. En réalité, donc il dirigeait, mais il n'était pas présent physiquement à Fontainebleau. Et je vous rappelle que la négociation de Fontainebleau va échouer très rapidement, parce qu'au même moment, l'amiral d'Argentlieu, avec l'accord de Marius Moutet, le ministre socialiste de la France d'Outre-mer, qui jouait un double jeu, avec l'accord de Marius Moutet, d'Argentlieu va proclamer la République de Cochinchine, et donc va vouloir briser l'unité du Vietnam. Donc c'est à partir de ce moment-là que Pham Van Dong va dire, avec l'accord bien sûr d'Ho Chi Minh, dans ces conditions, la négociation de Fontainebleau ne peut pas continuer. Donc la négociation de Fontainebleau va s'arrêter, Pham Van Dong va rentrer en France, et Ho Chi Minh va encore rester pour essayer de faire, disons, du travail de conviction, du travail il comptait beaucoup sur la sympathie du peuple français. Donc il va être partout où ce sera nécessaire pour rencontrer les dirigeants français. Il va rencontrer les dirigeants de tous les partis politiques, du MRP qui était le parti de droite de l'époque, au Parti socialiste, au Parti communiste. Il va participer à diverses initiatives. Il va célébrer le premier anniversaire de l'indépendance du Vietnam, puisque le 2 septembre 1946, il est à Paris. Donc il va célébrer avec la communauté vietnamienne de France le premier anniversaire de l'indépendance. Et il va réussir finalement à signer avec Marius Moutet ce qui s'appelle un modus vivendi, c'est-à-dire une sorte d'accord vraiment très minimal en disant, eh bien, on n'a pas réussi à se mettre d'accord cette fois-ci, mais il faut qu'on continue. Et comme vous le savez, lorsqu'il rentrera au Vietnam en octobre 1946, la situation se sera énormément détériorée. Et puis, il y aura la provocation du 20 novembre 1946 à Haiphong, le bombardement du 23 novembre, qui va convaincre Ho Chi Minh et ses camarades que l'accord avec la France est décidément impossible et qu'à partir de ce moment-là, il faut entrer dans la résistance, d'où l'initiative du 19 décembre 1946. Voilà, donc tout se passe pendant cette période entre août 1945 et décembre 1946. On peut dire que la situation change pratiquement toutes les semaines ou tous les mois, parfois tous les jours. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais ça me semble absurde du fait que la France ne reconnaît pas l'indépendance du Vietnam, mais reconnaît Ho Chi Minh comme le chef d'État. Oui, c'est une contradiction de la politique française de l'époque, mais n'oubliez pas une chose, c'est que
le gouvernement français de l'époque, d'abord, avait énormément de soucis. Hein, on venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France était détruite, il fallait reconstruire la France était très affaiblie. Et que deuxièmement, la politique française se jouait avec trois grands partis. Il y avait d'une part donc, le MRP qui représentait, disons, la droite traditionnelle française, le Parti socialiste qui était donc un parti de centre-gauche, disons, et le Parti communiste. Donc il y avait une sorte de jeu de pouvoir qui se faisait. Et sur la question coloniale, ce jeu se faisait également sentir. Donc ne cherchez pas trop la cohérence dans la politique française de l'époque, parce que c'est une politique faite de petits pas successifs, mais pas toujours en cohérence, pas toujours en symbiose entre les forces politiques françaises. Mais je me demande encore une chose, c'est-à-dire pourquoi Ho Chi Minh ne dirige pas la délégation c'est ça, c'est remplacer lui, c'est Pham Van Dong. Alors d'abord parce qu'il avait une grande confiance en Pham Van Dong, ça compte beaucoup. Oui. Ça compte beaucoup. J'ai eu la chance quand je vivais au Vietnam de rencontrer très souvent le président Pham Van Dong, et c'était bien sûr, quand je l'ai rencontré, il était beaucoup plus âgé, mais Pham Van Dong était un diplomate extrêmement. Il était jeune à l'époque, mais extrêmement brillant, et c'est pas par hasard qu'il a dirigé la délégation à Genève en 1954. Et puis deuxièmement, je crois qu'il y avait une sorte de tactique. Un accord entre Ho Chi Minh et Pham Van Dong. Pham Van Dong était celui qui était chargé de taper du poing sur la table à Fontainebleau, de dire aux Français arrêtez votre politique colonialiste, et Ho Chi Minh était celui qui était chargé de faire des sourires. Il y avait une sorte de... Ce n'était pas hypocrite, c'était une façon intelligente de diriger la diplomatie vietnamienne. Ho Chi Minh avait ce rôle de représentation. En plus, lorsqu'il est arrivé en France, entre-temps, on avait su qui il était, on avait connu son passé, donc il a inspiré une grande sympathie. Cet homme qui avait quitté son pays en 1911, très jeune, qui avait toujours vécu d'une façon très modeste, et donc il a eu une très grande popularité. Donc cette popularité, il ne pouvait pas la gâcher en allant à Fontainebleau et en affrontant la délégation française. L'autre aspect du raisonnement, c'est de savoir que la France n'a pas voulu mettre une personnalité importante à la tête de la délégation à Fontainebleau. Ils ont envoyé Max Sandré, qui était un homme complètement de second plan, qui était un député MRP. MRP, ça veut dire Mouvement républicain populaire. Hein, donc c'était un homme vraiment de second plan. Et donc Ho Chi Minh ne pouvait pas traiter d'égal à égal avec un homme politique de second plan. Si les Français avaient envoyé, par exemple, Georges Bidault ou le président du Conseil à Fontainebleau, il est bien évident que Ho Chi Minh aurait été à Fontainebleau. Mais il ne voulait pas traiter d'égal à égal avec un homme politique de second plan. Voilà, tout ça, c'est les subtilités de la vie diplomatique. Oui. Je ne peux pas bien comprendre, le gouvernement français accepte la conférence de Fontainebleau pour négocier. N'oubliez pas une chose, c'est que d'abord, les Français ont eu beaucoup de mal à entendre même le mot Vietnam. Les Français parlaient des Annamites, les Français parlaient de l'Annam. Bon. Et ils avaient divisé le Vietnam, vous le savez, en trois grandes parties, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Donc ils considéraient qu'il n'y avait pas d'unité du Vietnam. Bon, les vrais observateurs savaient que de la frontière chinoise à la pointe de Camaro, c'était le même pays, c'est la même langue, la même civilisation, la même culture, avec des particularités, mais avec la même nation. Mais les Français ont toujours, dans toute l'histoire coloniale, essayé de diviser le Vietnam. Et donc, ils se sont accrochés à la fiction que la Cochinchine était une terre française. Et donc, ils ont, dès le début, lorsque Leclerc est arrivé à Saïgon en octobre 1945, la première chose qu'il a dite, c'était je reviens dans une terre française. Donc ils ont fait la reconquête de la Cochinchine à ce moment-là. Donc ils se sont accrochés à cette idée de la division du Vietnam. Et même lorsque Saint-Denis a signé les accords avec Ho Chi Minh, les accords du 6 mars, pour eux, ils ont accepté l'expression République du Vietnam. Ce n'était pas République démocratique d'ailleurs, c'était République du Vietnam. Mais dans
dans leur pensée intérieure, ils pensaient que la Cochinchine n'en faisait pas partie. C'est-à-dire qu'ils refusaient. Ho Chi Minh a dit mon pays, c'est l'ensemble du Vietnam. Et eux disaient oui, mais la Cochinchine, on verra plus tard. Donc, et Dargent-Lieu a donc proclamé, il a d'ailleurs profité de l'absence d'Ho Chi Minh, puisque Ho Chi Minh a appris lorsqu'il était dans l'avion seulement, en partance pour Paris, il a appris seulement à ce moment-là la proclamation de la République de Cochinchine. Et Dargent-Lieu avait des alliés à Paris, puisque le ministre Marius Moutet, encore une fois le ministre socialiste, a joué un double jeu extrêmement négatif, puisqu'il a soutenu cette idée. Et lorsque De Gaulle était au pouvoir encore avant janvier 1946, il considérait que la Cochinchine était une terre française, qu'il n'y avait pas de discussion possible. Je pense que si De Gaulle était resté au pouvoir, il n'y aurait pas eu d'accord du 6 mars. Et peut-être la guerre d'Indochine aurait commencé un an plus tôt, parce que De Gaulle était véritablement un partisan du régime colonial à l'ancienne, du rétablissement. Il a changé par la suite, mais en 1945, il était partisan du rétablissement donc la politique cochinchinoise était une politique de division qui était une politique extrêmement pernicieuse, mais qui ne faisait pas l'unanimité dans les cercles politiques français. Parce qu'au sein du gouvernement, certains, et je pense en particulier aux communistes par exemple, étaient opposés à la solution cochinchinoise. Oui, mais quels sont les acteurs principaux qui entraînent l'échec de la conférence de Fontainebleau? À mon avis, la grande... je pense qu'Ho Chi Minh était prêt à faire des concessions supplémentaires sur la question des attributs de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il était prêt à accepter qu'il y ait une période si la guerre n'avait pas éclaté, bien sûr, il était prêt à accepter une période qui aurait été une période de transition entre le colonialisme pur et l'indépendance pure. Donc il était prêt, peut-être 10 ans, je pense qu'il était suffisamment intelligent pour accepter un compromis de ce type. Par contre, Ho Chi Minh, et aucun Vietnamien d'ailleurs, n'aurait n'aurait accepté la partition du Vietnam, c'est-à-dire la République de Cochinchine. Je crois que c'est sur la question de Cochinchine que la rupture décisive s'est faite, parce que aucun Vietnamien, et je vous rappelle que Bao Dai, quand il est revenu au pouvoir, amené par les Français en 1948-49, a également voulu que ce soit l'unité du Vietnam, et non pas seulement du Tonkin et de l'Annam. Donc aucun Vietnamien n'aurait accepté la partition du Vietnam. Et je crois que le grand tort et la grande faute des Occidentaux, d'abord les Français et ensuite les Américains, c'est de ne pas avoir compris que les Vietnamiens tiennent énormément à l'unité de leur pays. Et en 1954, quand le pays a été divisé en deux, et que les Américains, avec le concours de Diem, ont voulu considérer le 17e parallèle comme une frontière, ils n'ont pas compris que les Vietnamiens n'arrêteraient jamais la guerre tant qu'ils n'auraient pas la totalité de leur pays libéré. Mais donc l'échec de la conférence de non, du côté vietnamien, pas du côté... Ah non, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais que c'est l'incompréhension française de l'aspiration vietnamienne qui est la cause. La première cause, c'est l'initiative française d'avoir proclamé la République de Cochinchine. Je crois que c'est l'aspect essentiel qui a amené... Et lorsque Pham Van Dong a dit au délégué français Max André, il lui a dit essayez de comprendre que si vous persistez à couper notre pays, eh bien, nous serons obligés de rompre ces négociations. Et les Français n'ont pas compris. Max André, bien sûr, demandait des instructions à son ministre de tutelle, et en particulier à Georges Bidault, qui était président du Conseil à l'époque, qui appartenait au même parti politique que lui. Donc, vous voyez, les choses étaient... Mais je crois que la responsabilité principale, elle est celle-ci. Mais regardez l'histoire française, par exemple. Lorsque, je vais vous parler d'une autre guerre, la guerre de 1870, quand la France a perdu l'Alsace-Lorraine. La France a été vaincue en 1870, et donc l'Allemagne, à l'époque, a pris l'Alsace et une partie de la Lorraine, qui étaient des régions de France, de l'Est de la France, où on parlait beaucoup allemand. Eh bien,
les Français ont considéré cela comme une blessure qui ne pouvait pas se refermer, une plaie qui ne pouvait pas se refermer, parce que l'Alsace française, l'Alsace-Lorraine faisait partie de la France. Eh bien, les Vietnamiens considéraient la même chose, considéraient qu'il n'y avait aucune raison qu'une puissance étrangère leur prenne une partie de leur patrie. Donc la responsabilité est entièrement française. Mais pourquoi à la conférence de... Parce que les Français, d'abord, sous-estimaient la puissance du mouvement national vietnamien et sous-estimaient la capacité militaire du peuple vietnamien à résister. C'est-à-dire qu'ils pensaient... il y a une anecdote qui est très, très célèbre. Max André, qui dirigeait la délégation française, donc à Fontainebleau, a dit à Pham Van Dong, il a dit, Monsieur le Président, soyez raisonnable, parce que si nos négociations échouent, il va y avoir la guerre. S'il y a la guerre, votre peuple ne pourra pas tenir plus que quelques mois. Donc les Français pensaient que l'armée française était suffisante pour vaincre, comme ils avaient réussi à faire en Algérie l'année précédente, comme ils l'ont fait à Madagascar en 1947. C'est-à-dire que le vieil esprit colonial pensait que ces paysans, ces Niakwe, comme ils disaient à l'époque, ne seraient pas capables de résister à l'armée française. Ils avaient sous-estimé l'unanimité du peuple vietnamien et sa capacité de résistance. Je reviens à la lettre de Bao Dai qui disait chaque paysan deviendra un ennemi, chaque village deviendra un nid de résistance. Les Français n'y croyaient pas. Les Français étaient persuadés que la guerre d'Indochine se terminerait. Ils ne parlaient même pas de guerre d'ailleurs. Ils parlaient d'opérations militaires il suffirait de balayer le Viet Minh. L'armée vietnamienne à l'époque avait très peu de fusils. L'armée vietnamienne, n'oubliez pas que l'armée vietnamienne a vécu sans armes de l'extérieur, ou en tout cas sans armes massivement, jusqu'à l'arrivée de l'armée rouge chinoise à la frontière en décembre 1949. C'est-à-dire que pendant les 3 premières années de votre résistance, les maquis étaient très faibles et l'armée française pensait, à certains moments, ils ont même failli capturer Ho Chi Minh. Mais même si Ho Chi Minh avait été capturé, la résistance aurait continué. Parce que le peuple vietnamien avait tourné la page du colonialisme et le peuple vietnamien voulait tout simplement son indépendance. Et ça, les Français qui l'ont compris étaient très très peu nombreux. Il y en avait quelques-uns, j'ai parlé des communistes tout à l'heure, des gens comme Paul Mus l'avaient compris par exemple, des observateurs qui connaissaient bien Philippe de Villers qui l'avait compris. Philippe de Villers a écrit des articles très courageux dans Le Monde dès 1946 en disant « Proposons au Vietnam une coopération et sortons du colonialisme ». Mais les Français qui pensaient ça étaient très minoritaires et pas assez nombreux. Ah, oui. Donc, à la conférence de Fontainebleau, la délégation vietnamienne insiste à faire reconnaître l'indépendance l'unité et l'indépendance du Vietnam en total, tandis que les Français insistent à ne pas reconnaître l'unité. Exactement. Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le facteur principal qui entraîne la guerre d'Indochine après? Moi, je crois que c'est le facteur principal. Je crois que la non-reconnaissance de l'unité du Vietnam et le mépris affiché par les Français, la sous-estimation de la capacité du Vietnam à résister ont été les facteurs déclenchants de la guerre d'Indochine. Pourrez-vous, redire tout ça parce que avant c'est en rupture et c'est implique dans d'autres phrases. Juste sur les causes de Fontainebleau, c'est ça? Oui, les causes de l'échec de Fontainebleau et la guerre d'Indochine. D'accord. D'une façon générale, la France n'était pas sortie de l'esprit colonial en 1945 et non plus en 1946. Donc d'une façon générale, les Français considéraient que la guerre mondiale se terminait et qu'on pouvait revenir au statut des colonies d'antan. Donc la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que lorsque le peuple algérien a voulu bouger, ils ont bombardé, ils ont tué beaucoup de gens. 1 an plus tard, en 1947, lorsque le peuple de Madagascar a voulu bouger, ils ont bombardé, ils ont tué beaucoup de gens. Donc, et malheureusement pour l'Algérie et pour Madagascar, ils ont réussi à garder, ils ont réussi quelques années en tout cas,
Donc ils pensaient faire la même chose au Vietnam. Donc il y a eu une sous-estimation de la capacité de résistance du Vietnam. Et donc les négociations se faisaient d'une façon extrêmement un peu perverse. Parce qu'à Fontainebleau, Max André a dit à Pham Van Dong, il lui a dit, écoutez, soyez raisonnable, vous demandez trop de choses, et si la négociation échoue, il y aura la guerre. Et la guerre, vous savez très bien que vous ne pourrez pas résister plus que quelques mois. Donc il y avait cette sous-estimation et cette incompréhension que les Vietnamiens voulaient deux choses au-dessus de tout, c'était l'indépendance de leur pays et l'unité de leur pays. Et donc les Français ont essayé de biaiser sur la question de l'indépendance, ont essayé de faire des coups un petit peu tordus sur la question de l'indépendance, en refusant le mot, par exemple, d'indépendance. Et ils ont également voulu tricher sur la question de l'unité du Vietnam, puisque on sait aujourd'hui que la proclamation de la République de Cochinchine, qui a été vraiment l'élément déclencheur du conflit, la proclamation de la République de Cochinchine a été faite, certes, par l'amiral d'Argentlieu, qui était vraiment l'homme de la guerre, mais qu'il avait des appuis à Paris, que l'amiral d'Argentlieu avait des complicités, en particulier au ministère de la France d'Outre-mer. Le ministre socialiste Marius Moutet a été ouvertement le complice de cette manœuvre cochinchinoise. Et donc, le monde politique français et beaucoup d'officiers français, de militaires français, portent la responsabilité du déclenchement de la guerre. Et à partir de ce moment-là, la guerre était devenue quasiment inévitable après l'échec de Fontainebleau. La meilleure preuve, d'ailleurs, c'est que le modus vivendi date entre Ho Chi Minh et Marius Moutet date du 14 septembre 1946, que Ho Chi Minh va mettre un mois pour rentrer ensuite dans son pays. Il arrive en octobre et il va trouver une situation extrêmement détériorée. Les Français partent à l'offensive. Et puis le bombardement de Haiphong le 23 novembre 1946, qui va faire plusieurs milliers de victimes dans la population vietnamienne, civile d'ailleurs, qui va vraiment montrer que les Français sont décidés cette fois-ci à entreprendre la reconquête. Et donc l'initiative du Viet Minh du 19 décembre 1946 est en quelque sorte une réplique. Et c'est Ho Chi Minh fait savoir au monde entier à partir de ce moment-là que effectivement le compromis avec les Français est impossible et que donc la guerre de libération commence. Donc pour les Viet Minh, pour avoir l'indépendance, pour avoir la vraie indépendance et l'unité de son pays, donc il faut absolument... La guerre d'Indochine leur a été imposée. La guerre d'Indochine a été imposée aux Viet Minh. Et aucun dirigeant ne choisit la guerre de gaieté de cœur, parce qu'il sait très bien qu'une guerre, c'est des souffrances pour son peuple, ce n'est pas la certitude de vaincre, c'est des années et des années de privation, de mort, de famine, enfin, donc, surtout qu'à l'époque, encore une fois, je vous rappelle qu'Ho Chi Minh n'est pas soutenu par l'Union soviétique, que la Chine populaire n'est pas encore proclamée, donc Ho Chi Minh est très isolé. Donc, s'il a choisi finalement l'initiative du 19 décembre 1946 et d'entrer dans le maquis, il l'a fait probablement à contre-cœur, mais avec la conviction qu'il ne pouvait plus faire autrement. Voilà. Les Vietnamiens ont fait des concessions sur concessions, et à chaque fois, les Français en demandaient plus. Et donc, à partir d'un certain moment, il s'est aperçu que le compromis avec le colonialisme français était devenu impossible, d'où la guerre d'Indochine. Vous avez dit que de temps en temps, les Français demandent de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent? Ça, c'est tout l'entretien qu'on vient d'avoir. Ouais. C'est tout l'entretien qu'on vient. Précisément, en résumé. En résumé, eh bien, ils demandent d'abord le refus de l'unité du Vietnam, la présence militaire française qui devient de plus en plus envahissante. Dans les rues de Hanoï, les patrouilles françaises commencent à se comporter un petit peu en pays conquis. Il y a les premières barricades bien avant le 19 décembre qui commencent à naître dans les rues de Hanoï. Il y a l'incident douanier de novembre 1946 à Haiphong, où les Français ont la prétention de contrôler les douanes vietnamiennes. Et on sait bien qu'un pays
à qui échappent les douanes n'a plus aucune existence économique. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait étouffer la jeune République vietnamienne et la contraindre finalement à devenir à la mendicité, à tendre la main et à être obligé de mendier. Et donc ça, c'était impossible. Donc il y a eu en continu une politique de grignotage des positions vietnamiennes. Ajoutez à cela que les Vietnamiens observaient les choses. Ils voyaient bien que tous les partisans de la paix étaient éliminés les uns après les autres. Sauf Jean Saint-Denis. Mais par exemple, le général Leclerc a dû quitter le Vietnam alors que Dargent-Lieu est resté. Donc ça, les Vietnamiens le voyaient et savaient que Dargent-Lieu était l'homme de la guerre. Dargent-Lieu n'a jamais caché, même quand il a rencontré Ho Chi Minh, il ne lui a jamais caché qu'il voulait imposer la politique de force. Donc les Vietnamiens, voyant cela, se sont aperçus que finalement, toutes les solutions négociées, toutes les solutions pacifiques étaient coupées systématiquement par les plus bellicistes des Français. C'est-à-dire, les Français ne sont pas contre... Cochinchine était un prétexte. La Cochinchine était un prétexte. Ils auraient pu accepter une sorte de compromis, mais ils voulaient surtout garder la mainmise sur l'économie et sur la politique. Donc, en fait, ils voulaient que l'indépendance devienne une coquille vide. Et donc, évidemment, c'était inacceptable pour un patriote vietnamien. Oui, je vous remercie beaucoup, M. Césaire.